mis vos téléphones sur silencieux. Ouais, c'est toujours le gag, ça. C'est parti. Bonjour, je suis Anne-Cécile Bras. Je m'occupe depuis une dizaine d'années de C'est pas du vent, qui est l'émission environnement de Radio France Internationale. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi et avec nos intervenants pour essayer d'imaginer, si cela est possible, un monde d'après. Alors, pour introduire cette conférence, j'avais envie de vous faire part d'une citation du psychiatre et philosophe suisse Carl Gustav Jung, que je cite. Il dit « Les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations et expérimenter un autre chemin de vie. » Alors, ce qui est vrai à l'échelle individuelle, l'est-il aussi au niveau collectif? On va en parler aujourd'hui. Quand plus de la moitié de l'humanité se retrouve confinée, que l'économie mondiale est à l'arrêt à cause d'un petit virus dont nous n'arrivons pas depuis plus de 6 mois tout de même à nous débarrasser, à enrayer la dissémination. Il est en effet temps de se poser des questions, alors de soulever le capot, peut-être de regarder un petit peu dans le moteur ce qui ne fonctionne pas. Alors si vous suivez ces conférences organisées par le Musée des Confluences depuis jeudi dernier, à l'occasion de la fête de la science, vous avez sans doute déjà compris que la crise sanitaire que nous traversons n'est qu'un indicateur parmi d'autres de la crise écologique qui est quand même en train de remettre en cause de plus en plus l'habitabilité de cette planète pour nous, les humains. Alors cette crise sera-t-elle, comme le souhaitent de nombreux penseurs, parmi notamment nos intervenants, l'occasion d'accélérer la prise de conscience qu'il est temps de penser à un monde d'après? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, un monde d'après? Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements sociaux et économiques majeurs dans les années à venir? Voilà ce dont nous allons parler pendant à peu près 1h30 avec vous. Ensuite, vous pourrez échanger avec nos intervenants, poser des questions de la salle. Et bien sûr aussi, on salue tous ceux qui nous suivent en Facebook Live, sans doute nombreux par ce dimanche après-midi pluvieux. Donc merci d'être avec nous aussi en ligne et vous aurez la parole. N'hésitez pas donc au fur et à mesure à poser vos questions. Julien Frappa qui est dans les coulisses les compile et on les posera donc à nos invités d'ici 1h30. Alors tout d'abord, je vous présente donc nos intervenants. À ma gauche, Frédéric Keck, bonjour. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. Vous venez de publier un livre en juin et un livre tout récemment qui est en avant-première d'ailleurs à la librairie du Musée des Confluences. Alors, preuve que les pandémies, en ce moment, on en parle. Donc les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, chez Zone Sensible et signaux d'alerte chez Desclés de Brouwer. À vos côtés, Sylvie Matelli, bonjour. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. À vos côtés, Damien Deville, bonjour. Géographe, anthropologue de la nature, qui a publié avec Pierre Spellois Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde. Ça veut dire donc que c'est possible, aux éditions Tana. Et nous serons en visioconférence dans un instant aussi avec Bertrand Badi, qui est politologue et professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais tout d'abord, pour introduire cette conférence, nous allons donner la parole à Serge Morand. Bonjour Serge Morand. Voilà, on vous voit, vous nous avez rejoint, vous êtes écologue de la santé, directeur de recherche au CNRS et au CIRAD et enseignant à la faculté de médecine tropicale de Bangkok en Thaïlande, d'où vous nous parlez actuellement. Prouesse technologique qui n'a pas été possible hier à cause d'une tempête, mais qui est possible aujourd'hui. Ouais, désolé. Voilà. Donc on est ravis de vous avoir avec nous. Vous venez de publier L'homme, la faune sauvage et la peste chez Fayard. Et alors le sous-titre de votre livre est La colère d'un écologue de combat. Vous êtes donc en colère, Serge Morand. Expliquez-nous pourquoi.
En fait, je peux dire que d'abord, j'étais en 2019 plutôt dans un état d'abattement fort. L'année 2019 a été un peu catastrophique sur plein d'aspects. Le premier, c'était l'année internationale pour les langues autochtones. Dès le 4 janvier, on avait déjà perdu une nouvelle langue. Après, c'était le rapport de l'IPBES qui nous a donné donc 1 million d'espèces potentiellement en voie de disparition. Après, nous avons eu les feux de forêt. Donc après, nous avons la révolte des Gilets jaunes. Enfin, finalement, ça a été quelque chose. On a aussi des statistiques qui étaient fortes pour nous dire qu'on avait encore augmenté le, le taux de vente d'armes dans le monde, quoi. Donc ça veut dire que ça allait vraiment très mal. J'étais dans une phase d'abattement total et finalement, j'arrivais même plus à écrire. C'est-à-dire, j'étais complètement bloqué. J'étais en fait en disant tout va s'effondrer. C'est quelque chose que je ne peux pas considérer. Et puis, fin décembre 2000 et début janvier, on a cette épidémie d'un nouveau coronavirus qui émerge quelque part en Chine, donc avec un virus qui était normalement chez une chauve-souris. Et là, c'est la colère. C'est la colère qui commence à exploser parce que finalement, ça faisait quand même de 20 ans ou même 30 ans déjà que des épidémiologistes nous alertaient là-dessus. Ça faisait aussi des années qu'en tant qu'écologistes, on travaillait là-dessus, mais pas écouter sans arrêt. En fait, on revient toujours sur les mêmes séquences. C'est-à-dire que dès qu'on a une crise, ben finalement, on va dire ça va changer. Mais non, en fait, la crise, qu'est-ce que c'est? Simplement une récomposition. Alors moi, j'y serais un peu plus dur que ce qu'on a pu entendre par rapport à Jung, c'est de dire qu'une crise, ça permet de la recomposition. Mais regardons toutes les crises sanitaires qu'il y a eu jusqu'à présent. Quelle est en fait la séquence qui se met en place? D'abord, on fait de l'isolement, de la quarantaine. Alors, quand c'est des animaux, on fait de l'abattage. Et après, ça permet d'augmenter la biosurveillance et la biosécurité. Finalement, on est en train de mettre en place le même schéma pour les humains. Et puis, à partir de tout ça, on commence à faire des tas de choses, des policy papers, des tas de choses. On va venir se réunir sans arrêt, on va faire des beaux discours, quoi. On a fait d'ailleurs un discours à Metz juste en 2019 par les différents chefs d'État de l'Union européenne avec le rapport de l'IPBES, mais pour faire rien du tout. Et puis finalement, un abattement, mais un espoir. C'est-à-dire que je fais partie de la génération des baby boomers. C'est-à-dire celle finalement qui avait tout pour pouvoir faire quelque chose, mais qui finalement a laissé cette planète en déshérence complète. On a simplement profité. Et on laisse dans les générations. Alors on a une nouvelle génération qui est en poste et qui finalement n'a jamais été autant égoïste et de travailler que pour elle-même. Mais heureusement, par contre, j'ai espoir parce que je vois toute une jeunesse, et notamment je vois des nouveaux étudiants, je vois dans les quartiers qui sont intelligents, qui sont sensibles, qui ont en fait finalement. Donc il faut leur donner le monde enfin et en fait leur laisser prendre en main les destinées du monde qui est leur. Et c'est ça en fait ma note d'espoir qu'on doit en fait arriver à pouvoir mettre en place. C'est déjà fantastique que vous ayez une note d'espoir. Merci pour ce petit retournement positif. Et alors, vous êtes parti vivre en Thaïlande en espérant trouver un autre rapport au monde. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et finalement, vous dites, en fait, c'est un peu raté là aussi parce que la modernité folle a rattrapé le monde entier. Oui, en fait, je peux être un peu plus. Il y a des choses qui sont un peu peut-être plus fondamentales. C'est-à-dire que finalement, j'étais un écologiste, évolutionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu en fait d'une science totalement inexacte, mais que je rajouterais un peu inhumaine et asociale au départ. C'est-à-dire que je m'intéressais à la biodiversité, je m'intéressais pas du tout aux humains. Et finalement, c'est par nécessité d'abord que j'ai été obligé de m'intéresser aux humains. Et puis finalement, ces humains sont devenus de plus en plus au centre de ma recherche et au centre de mon travail, mais c'est par leur santé, c'est par leur bien-être. Et de considérer finalement que santé et bien-être des humains dépendent finalement de systèmes écologiques et des systèmes sociaux, de rapports sociaux de plus en plus qui sont en fait résilients, qui permettent finalement d'apporter finalement la résilience de santé, résilience écologique. Et c'est vrai que l'Asie du Sud-Est, j'y étais aussi, je l'ai trouvé, quoi. C'est un pays, ce sont des endroits riches en biodiversité, en diversité culturelle. C'est là aussi qu'en fait on a domestiqué pratiquement tous nos animaux domestiques d'importance et
c'est là aussi qu'il y a l'effondrement le plus rapide et c'est là aussi que nous avons les émergences de maladies infectieuses. Donc c'est ce rapport. Et puis peut-être ce qui me sort aussi de plus en plus positif de toute cette histoire, c'est que finalement, par rapport à ce que je dirais ma science de l'écologie ou de l'écologie évolutive, qui se voulait englobante, finalement, ça apprend à être beaucoup plus, je dirais, humble et de considérer que nous avons plutôt finalement à nous nourrir des sciences sociales, des sciences humaines, c'est-à-dire de refaire une écologie qui devienne une écologie humaine et sensible. Voilà, une belle ambition pour le monde d'après. Merci beaucoup Serge Morand pour cette intervention. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme, la faune sauvage et la peste. C'est publié chez Fayard. Vous restez avec nous peut-être en ligne à suivre cette conférence. Avec Facebook. Voilà, merci beaucoup. On est ravis de vous avoir eu malgré les caprices météo thaïlandais. Donc, on va vous quitter et donc on va revenir à nos intervenants qui sont présents ici en chair et en os. Frédéric Keck, vous, en tant qu'anthropologue, vous travaillez sur les liens entre crise écologique, crise alimentaire et crise sanitaire. Est-ce que vous partagez finalement la colère de Serge Morand ? Alors, les anthropologues essayent d'avoir un regard éloigné qui n'est pas dénué d'émotion, mais qui essaye effectivement de refroidir un peu les crises pour les regarder dans un temps long. Alors ce temps long, c'est celui effectivement de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire les transformations que l'espèce humaine a imposées à son environnement, et ça remonte à très longtemps. Un des indicateurs de l'anthropocène, c'est la domestication du poulet. Et les transformations du squelette de poulet, c'est ce qu'on appelle les traces du vivant, d'après une exposition qu'on a vue ici, qui, donc domestiquée en Chine il y a 7000 ans, a été élevée de façon industrielle aux États-Unis dans les années 1920 et est ensuite revenu en Chine, mais sous forme industrielle, avec une multiplication par 1000 du nombre de volailles élevées entre 1968 et 1997, année de l'émergence du virus H5N1 de grippe aviaire. Donc moi, en tant qu'anthropologue, j'ai étudié comment les virologues à Hong Kong se sont mobilisés sur ce risque de transmission de la grippe dans le sud de la Chine, du fait de cette augmentation de l'élevage industriel, donc des virus qui mutent chez les oiseaux sauvages et qui sont amplifiés par l'élevage industriel du fait de la standardisation génétique. Et j'ai essayé de comprendre comment des signaux d'alerte qui ont été envoyés dans les années 70, qui étaient assez inaudibles par des virologues australiens, sont devenus plus crédibles en 2003 avec la crise du SRAS. Donc un coronavirus qui venait des chauves-souris et non pas un virus de grippe qui venait des oiseaux, et comment ça s'est amplifié. Pour le coup, c'est pas les virus mais les signaux d'alerte qui sont amplifiés grâce à l'Organisation mondiale de la santé, qui a été dirigée par quelqu'un, Margaret Chan, qui était en charge de la grippe aviaire et du SRAS à Hong Kong, si bien que depuis 10 ans, effectivement, les pandémies sont à l'agenda international, mais on ne sait jamais quelle pandémie va arriver, et à chaque fois, effectivement, on a des mesures pour se préparer à la prochaine pandémie et on est surpris par le caractère imprévisible du nouveau virus, les mesures qui sont prises par les États de façon assez désordonnée, comme on l'a vu avec le confinement. Donc voilà, moi, effectivement, je regarde le monde d'après avec inquiétude, mais je regarde aussi le monde d'avant avec un regard un peu de longue durée. Mais pas de colère, donc. En fait, moi, je partage la colère d'écologues comme Serge Morand, mais j'essaye de comprendre justement comment elle donne lieu à des mobilisations et à ces rapports gris, froids des administrations sanitaires pour construire le monde dans lequel on vit. Alors, vous parliez de l'OMS. Bertrand Badi nous a rejoint en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes politologue, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris. Et alors, justement, comme Frédéric Keck parlait de l'Organisation mondiale de la santé, c'est intéressant, avant de parler du monde d'après, d'observer quand même le monde actuel. Est-ce que, selon vous, cette crise sanitaire mondiale
montre un peu les limites de la gestion du monde au niveau international, parce qu'on a l'impression que chacun gère un peu la crise au niveau de son pays, mais qu'au niveau mondial, on manque un petit peu de réponse. Qu'en pensez-vous ? Je serais même plus radical. Si vous voulez, moi, je suis peut-être en colère, mais je suis surtout impatient. Lorsqu'a commencé cette crise, j'ai eu la légèreté de dire que dans les semaines qui allaient venir, on allait proposer des réformes en profondeur de l'OMS. Et vous avez remarqué, rien n'est venu. Rien n'est venu. Et comme vous le dites très justement, nous sommes à un stade qui est tout à fait contraire, qui tourne le dos aux besoins tels que nous les ressentons et tels que mes collègues viennent de le présenter. C'est-à-dire on a un besoin urgent de gouvernance globale et depuis ces 6 derniers mois, tout a été fait pour renationaliser la crise du coronavirus à travers l'invention et l'essor de la guerre des masques, de la guerre des tests, de la guerre des vaccins, de la guerre des statistiques, de la guerre des frontières, de l'individualisme national, comme si l'addition de 193 politiques sanitaires nationales pouvait régir cette crise qui est véritablement globale. En réalité, vous savez, on est face à 3 urgences. Première urgence, il faut apprendre à dissocier l'idée de sécurité de l'idée d'ennemi. C'est-à-dire que ça fait des siècles que dans notre culture politique, la sécurité, c'est la menace que fait porter le voisin sur nous. C'est la peur de l'ennemi stratège et malveillant. Deuxièmement, il faut savoir passer d'une défense nationale à une défense globale. C'est-à-dire que le virus appartient à la magie du globe, appartient au système et n'appartient pas à l'acteur. On veut à tout prix faire de ce virus un acteur. Combien de fois j'entends parler d'un virus intelligent ? Un virus n'est pas intelligent, un virus c'est un élément du système, tout simplement. Et puis, troisièmement, il faut dissocier le risque de la territorialité. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans l'inclusion, dans l'interdépendance, dans l'extrême mobilité. Donc le virus n'a rien à voir avec les frontières et les territoires. Le virus, encore une fois, appartient au système et à un système auquel nous appartenons. Donc quelle est l'urgence ? L'urgence, c'est de recréer le multilatéralisme. Alors, il y a plusieurs axes pour ça. Je voudrais en souligner 2. D'abord, celui que vous avez mentionné, une réforme de l'OMS. Mais vous savez, c'est une très vieille histoire. Dès le tout début du XXe siècle, on a inventé un office qui s'appelait l'Office international de l'hygiène publique. Et les États ont tout fait pour qu'il ne soit doté d'aucune compétence. Quand on a inventé la SDN en 1919, avec la paix de Versailles, le président Wilson, qui était un des initiateurs, a tout fait pour que l'OIHP, cet office de l'hygiène, ne soit pas intégré à la SDN. Pourquoi tout ça ? Parce que la santé, c'est le bastion souverainiste par excellence. La santé inclut tout ce que la souveraineté adore, c'est-à-dire la population, la culture, l'éducation, la religion, l'économie, le commerce. Et donc, il ne faut pas que les autres y touchent. Et ça, c'est une très mauvaise approche. Et puis, il y a un deuxième axe qui est que, enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le cœur de la réflexion sur la sécurité internationale, admette que les questions de sécurité internationale, ce n'est pas seulement ni principalement les chars russes, mais d'abord le virus. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il faut repenser l'idée de sécurité, et ça, le Conseil de sécurité ne le veut pas. Le Conseil de sécurité considère que seul le risque de guerre avec le voisin fait partie de son agenda. Et lorsque on veut introduire la sécurité environnementale, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, qui, à mon sens, sont les 3 sécurité humaine prioritaire, le Conseil de sécurité systématiquement fait barrage. Je vous donnerai des perles au fur et à mesure du débat. Je vous en donne juste une. La déclaration de M. Vassili Nebenchia, qui est le délégué russe au Conseil de sécurité, qui, lors du débat public sur l'environnement en janvier 1919, a eu l'audace de dire « Examiner le changement climatique
Et non seulement excessif, mais contre-productif. Vous voyez où en sont les acteurs de la sécurité internationale aujourd'hui, et le danger, il est là. Alors justement, vous me donnez l'opportunité de faire une formidable transition vers notre économiste, Sylvie Matelli. Aujourd'hui, il y a Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir qui ont publié une tribune dans Le Monde à l'occasion de la sortie de leur livre aussi. Et le titre de cette tribune, c'était « Il faut absolument sortir de cette logique d'une croissance infinie dans un monde fini ». Alors pour rejoindre un peu ce que disait Bertrand Badi, c'est vrai qu'il y a quand même un manque peut-être de gestion des priorités aujourd'hui, notamment à cause de l'émergence de pouvoir de nouveaux acteurs, on pourrait dire les choses comme ça? Oui, je pourrais vous faire le même discours que Bertrand Badi. Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation, j'oublie l'essentiel. Mais en remplaçant tout ce qui concerne la guerre, la politique ou la géopolitique par des mots économiques. Pourquoi ? Au fond, c'est quoi la croissance ? Eh bien, la croissance, à partir de la révolution industrielle, fin du 18e, début du 19e, et le travail des économistes a consisté aussi à démontrer ça et à amplifier le phénomène. Donc, si j'étais en colère contre quelqu'un, ce serait contre moi-même et la communauté des économistes, parce qu'on est tous rentrés dans le mur et on a du mal à en sortir et à penser différemment. Au fond, la croissance économique, mot qui apparaît très récemment dans l'histoire économique et l'histoire du monde, ça a été une manière de penser le monde et penser l'activité des individus, l'activité des humains, en la déconnectant de la nature. C'est-à-dire en l'éloignant progressivement de la nature et en arrivant à dominer cette nature et à gagner sur cette nature. Et cette croissance économique, ça a impliqué de vivre plus dignement, plus correctement. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Ça a eu un certain nombre d'effets positifs, faut pas le nier. Simplement, c'est vrai que cette déconnexion de la nature, on s'aperçoit au fil des ans, et c'est pas nouveau, que elle nous rattrape tôt ou tard parce qu'on gaspille, parce qu'on consomme plus que la planète ne peut offrir, parce que cette déconnexion, elle va jusqu'à rappelez-vous le rêve des années 90 qui était d'un monde sans usine, et où au fond, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'on peut aujourd'hui gagner plein d'argent sans même produire quoi que ce soit. On y a vraiment cru, ce qui est complètement aberrant. Ça paraît totalement idiot de pouvoir imaginer qu'on va plus avoir besoin de manger, qu'on va plus avoir besoin de se soigner, qu'on va plus avoir besoin de produits en réalité. Mais on fabriquait, au fond, ça nous disait quoi ? Ça nous disait que grâce à cette croissance, on fabriquait, on accumulait de plus en plus d'argent, de capital, qu'on était de plus en plus riche. Mais pourquoi faire au fond ? Et la question du pourquoi, c'est assez peu posée. Et elle s'est assez peu posée parce que je crois qu'on ne savait pas y répondre. Et que c'était beaucoup plus facile. On avait compris comment faire de la croissance au fur et à mesure des crises. On s'aperçoit au 19e siècle, on apprend à standardiser la production, à produire de mieux en mieux, de plus en plus. Et puis, il manque un truc, c'est le consommateur de l'autre côté. Donc, on a des crises de surproduction. Au 20e siècle, on résout ça. On résout ça et par des politiques publiques, par une augmentation du niveau de vie de la population, etc. Ça y est, on a le consommateur qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, on est dans ce modèle où on sait créer de la valeur, on sait faire consommer cette valeur, donc créer toujours plus de valeur, mais on ne sait pas répondre au pourquoi, dans quel but. Alors on continue, on avance, et au fond, on est en train de donner comme réponse à la pandémie d'aujourd'hui une réponse à une crise. Or, ce n'est pas une crise, c'est loin d'être une crise. C'est un signal d'alerte qui nous est donné, qu'il est nécessaire de nous reconnecter à la nature, mais on s'aperçoit qu'on n'a aucune réponse. On n'a aucune stratégie par rapport à ça parce qu'on ne s'est jamais posé la question et parce qu'au fond, on a avancé en ayant l'impression qu'on était en train de gagner sur la nature. Finalement, on avait oublié la mort quelque part aussi dans cette pandémie et les économistes les premiers. Alors, vous me parlez des nouveaux acteurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on appréhende assez mal, que ce soit en politique ou même en économie. C'est le rôle. Alors en économie, le rôle de ces nouveaux acteurs. En économie, on l'appréhende dans leur rôle économique, mais on s'aperçoit qu'il y a des entreprises, des ONG aujourd'hui qui ont une action qui peut se révéler décisive pour ce que va être le monde d'après, mais qu'on appréhende assez mal et qu'on voit assez mal en fait, parce qu'il y a pas mal de contradictions aussi qui perdurent sur tous ces phénomènes.
Alors on reviendra sur ces acteurs et leur rôle dans un instant, mais j'aimerais qu'on donne la parole à Damien Deville. Donc vous raisonnez beaucoup, Damien Deville, à l'échelle de la gestion des territoires. Et c'est vrai que nos territoires ont été façonnés, on peut le dire, ces 50, 60 dernières années, avec cette vision finalement de la croissance, avec cette notion de métropolisation, etc., enfin, que je vais vous laisser expliquer. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'être dans une situation de résilience. Expliquez-nous ça. Comment est-ce que cette vision du territoire, aujourd'hui, nous met un peu dans la perplexité ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour cette question. Effectivement, ça a été tout l'objet de nos recherches du livre que vous avez cité, c'est de se dire qu'en fait, et si toutes les précarités qu'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient environnementales et sociales, étaient liées à une crise de l'un, L'-UN, c'est-à-dire à force de penser l'unité, des manières de développer les territoires, des discours, des manières de vivre ensemble, est-ce qu'on n'en aurait pas finalement mis des gens sur le côté, mis des territoires sur le côté? À l'échelle des territoires, je crois qu'il y a 3 grandes politiques qui ont vraiment marqué la France et qui ont créé pas mal de précarité. Bon, sans vouloir trop les citer dans les détails, la première, je crois, elle émerge à la fin du XVIIIe siècle. C'est la théorie des avantages comparatifs, où on spécialise vraiment chaque territoire dans une filière d'excellence. Sylvie en parlera mieux que moi, mais ce qui a été doublement intéressant à travers cette politique, c'est que déjà, des filières ont été imposées au territoire. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que les Airbus s'est retrouvés à Toulouse. Ça a été des décisions politiques qui ont été prises depuis Paris, au détriment des systèmes relationnels qui étaient pourtant émancipateurs pour les gens qui vivaient dans les territoires. On a déconnecté les territoires des valeurs qui régissaient leur vivre ensemble. Et la deuxième chose, peut-être plus importante dans les précarités qui nous habitent aujourd'hui au quotidien, c'est que finalement, cette théorie des avantages comparatifs qui est implacable sur le papier, elle n'a pas su finalement prophétiser l'avenir. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres et qui a aujourd'hui à créer une hiérarchie entre les territoires. Airbus, en tout cas Airbus avant la crise, créait beaucoup plus d'emplois que finalement les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, quoi. Donc à l'échelle de la région Occitanie, on a recréé en fait une dynamique de concurrence très forte entre deux territoires qui pourraient pourtant travailler ensemble. La deuxième idéologie, c'est plutôt ce qu'on a appelé les pôles de compétitivité. Donc ça arrive un petit peu plus tard dans l'histoire, mais c'est cette idée vraiment de concentrer centres de recherche, éventuellement services déconcentrés de l'État, entreprises dans un seul et même territoire, mais ce faisant, on crée la concentration d'opportunités dans certains et l'appauvrissement en fait d'autres territoires. Et enfin, je pense que effectivement la dernière idéologie qui a vraiment marqué les territoires et qui, je crois, en a mis certains en précarité, c'est la métropolisation. Et d'ailleurs, et ça je fais référence aux travaux d'un géographe qui s'appelle Guillaume Faburel, il explique en fait le processus de dissémination du virus par l'ère métropolitaine, par le fait qu'on se soit énormément concentré dans les grandes métropoles. Phénomène, je crois, assez entériné par la loi NOTRe de 2015, qui nous a fait passer de 22 régions à 18, si je compte les DOM-TOM, et qui a opéré en fait cette dynamique de décentralisation de l'État à travers la compétitivité des territoires. Et ce faisant, elle a eu tendance à créer des villes-reines, des villes-royaumes à l'échelle des territoires que sont les grandes métropoles. Alors, je pense qu'il est un peu... Je ne sais pas s'il faut opposer ville et campagne, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'on peut opposer métropole et autres types de territoires. Je pense que d'ailleurs, c'est assez opérationnel d'un point de vue scientifique et politique, parce qu'en fait, ce qui caractérise la métropole, c'est cette tendance à finalement redessiner toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre. La métropole décide et rayonne sur les territoires. Et ce faisant, qu'est-ce que ça crée? Une forme de vassalité finalement entre les métropoles et les autres types de territoires. Et pire, aujourd'hui, dans ces territoires qui ont eu tendance à être oubliés un peu de l'action publique, territoires ruraux, villes petites et moyennes, parfois anciennement spécialisés au nom de la théorie des avantages comparatifs dans des filières qui n'existent plus, le charbon à Alès, par exemple, la métallurgie en Lorraine, les forges à Vierzon, qui n'existent plus parce que l'histoire en a décidé autrement quelque part. Finalement, les politiques publiques invitent ces villes à devenir elles-mêmes petites métropoles, et ce faisant, on se retrouve dans une situation où elles investissent énormément pour des populations qui ne sont pas sur le territoire, qui potentiellement ne viendront jamais, oubliant les populations qui sont déjà là, et qui, si on les regardait autrement, auraient vraiment des choses à apporter au territoire. Donc il y a un vrai enjeu à changer un peu notre logiciel, replacer le vivre ensemble à l'échelle des territoires, au cœur des politiques publiques, et voir ce qu'il en émerge. Et je crois qu'il y aurait des clés de réponse assez intéressantes face aux crises qu'on vit aujourd'hui, quoi.
Alors là, on était sur le constat. On va venir sur les clés de réponse et les opportunités, justement, que l'on peut trouver dans les territoires et ailleurs. La question, en fait, que j'ai envie de vous poser un peu à tous, c'est, bon, face à ces constats qui sont quand même... Désolée pour un dimanche après-midi, c'est pas très sympathique, mais pas très positif. Est-ce qu'on peut, sur quelle force vive en fait, on peut s'appuyer pour rebondir, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Est-ce que c'est possible? On parle de monde d'après, Frédéric Keck. Sur quoi on peut s'appuyer en fait? Vous parlez des sentinelles, par exemple, des pandémies qui ont été créées en Asie suite à la pandémie de la grippe aviaire ou du SRAS. Est-ce que c'est des systèmes qu'on pourrait imaginer un peu dans tous les pays? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça pourrait nous protéger pour des épidémies à venir? Alors, je crois qu'un constat sur lequel on converge, c'est que cette pandémie montre que nous nous sommes éloignés de la nature et que la nature se rappelle à nous de façon accélérée à travers ce signal d'alerte qu'est le virus. Alors, ça semble une conception assez étrange parce qu'on pensait que la nature, c'était justement un domaine qu'on avait maîtrisé à travers les sciences de la nature, qu'on pouvait prévoir le déroulement des épidémies et qu'on avait des vaccins ou des antiviraux pour cela. Et il y a un biologiste des années 1960 qui est d'origine française mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui s'appelle René Dubos, qui disait, il travaillait sur la résistance aux antibiotiques, donc les premières bactéries qui échappaient à cet outil magique qu'était la pénicilline. La nature se venge. Alors en anglais, c'est Nature Strikes Back. C'est l'idée que quand on utilise une arme pour contrôler la nature, comme par exemple les antibiotiques, eh bien la nature invente d'autres stratégies pour contourner ces armes. Donc c'est pas du tout la nature justement au sens d'une entité bienveillante ou d'un ensemble de phénomènes réguliers. C'est vraiment un ensemble de mutations aléatoires qui, quand on déplace certaines combinaisons, en invente d'autres. Et ce qu'on découvre effectivement avec cette pandémie, c'est que il faut répondre à ces transformations de la nature par d'autres rapports à la nature. Alors ce que j'ai appelé les sentinelles, c'était ça, c'était justement des capteurs qu'on met à des points d'intensification des signaux d'alerte. Alors ça peut être des élevages de volailles, ça peut être des réserves d'oiseaux sauvages, et dans lesquels on va pouvoir anticiper les mutations catastrophiques avant que ça devienne des pandémies. Donc ça, c'est un rapport à la nature que j'ai observé à Hong Kong, où ça met ensemble des virologues, des ornithologues, et même des bouddhistes qui changent leur façon de relâcher des oiseaux quand on ne peut pas les acheter dans un marché pour aller dans un parc à côté pour faire une prière quand l'oiseau sort de la cage. Donc ça, c'est vraiment tout un contexte très spécifique à la Chine où on change le rapport à la nature quand il y a ces risques de grippe aviaire. Mais aujourd'hui, où effectivement les rapports entre les territoires sont transformés par le télétravail, où la pollution de l'air fait qu'on cherche des environnements plus préservés. Il y a par exemple toute la vogue des jardins partagés, des jardins collectifs, où les gens redécouvrent le plaisir de travailler la terre en commun. En fait, là, ça pourrait être aussi des sentinelles parce que c'est une façon d'apprendre à vivre non seulement avec les autres humains, avec les plantes, mais aussi avec les microbes qui vivent dans le sol, dont on a oublié la diversité et qui peuvent justement se transmettre à nous, mais de façon positive, par le fait de mettre les mains dans la terre. Donc voilà, il y a des lieux qu'on peut cultiver qui sont effectivement des lieux d'intensification, d'amplification, qui ne seraient pas des signaux d'alerte, là, mais plutôt des signaux d'autres façons de vivre avec les vivants. C'est un état d'esprit, en fait, qu'il faut changer, une autre perception du monde? C'est une attention aux signaux que nous envoie le vivant, mais qui ne sont pas seulement des signaux négatifs, mais qui peuvent être des signaux positifs. Alors Sylvie Matelli, on se dit d'accord, faisons des jardins partagés en ville, mais on parlait des nouveaux acteurs qui émergent. Il y a quand même des enjeux très importants de lobby, bien entendu, pour construire ce monde d'après. Il y a tous ces acteurs financiers, ces énormes entreprises qui finalement ont presque pris le pouvoir. Aujourd'hui, on peut se demander où est le pouvoir par rapport aux États. On pense aux GAFA, ces grandes entreprises du numérique, mais pas seulement. Est-ce que là,
pour construire le monde d'après, il n'y a pas quand même des freins et des vrais questionnements? Alors, ça dépend quel monde d'après, en réalité, parce que ce qui semble se dessiner quand on regarde un petit peu les voies qui nous sont offertes aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, pour repenser nos modes de vie et nos modes de production face aux défis qui nous sont posés, pour moi, il y a deux voies. Il y a la voie de la décroissance, et on repense vraiment notre modèle, on repense notre modèle hors croissance économique et sans croissance économique, et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie. Et là, c'est vrai que les deux écueils que je vois à ce scénario-là, c'est l'écueil individuel, c'est-à-dire un certain nombre d'entre nous, moi incluse, se sont habitués à vivre d'une certaine manière, et ce qu'implique de repenser nos modes de vie, c'est complexe, extrêmement complexe, et ça implique encore plus de choses que nos seuls modes de consommation en réalité. C'est un autre vivre ensemble, c'est une autre relation à la nature, son des tas de choses. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est face à une génération de jeunes qui ne savent plus ce que c'est que la terre, ce qu'est l'agriculture en fait. On va plus. Ma génération allait passer ses vacances chez papy, mamie, ils étaient fermiers. Donc on se frottait à ça, on connaissait. Aujourd'hui, on est face à une génération, les jeunes générations, les moins de 50 ans, on va dire, ne connaissent plus ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui s'apprend. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, vous l'avez dit, le deuxième écueil à ce scénario, me semble-t-il, ce qui ne veut pas dire que ce scénario n'a aucune chance, hein. Simplement je souligne les écueils. Le deuxième écueil, c'est effectivement les lobbies. Il y a somme toute des intérêts extrêmement forts à tous les niveaux pour préserver un monde d'après qui soit dans une certaine continuité du monde d'avant. Et là, ça nous amène au deuxième scénario, donc le scénario de la continuité tout en essayant de gérer le défi, c'est le scénario de l'innovation, des technologies, des voitures qui ne vont pas polluer, etc. etc. Enfin, qui ne vont pas polluer. Oui, c'est ça, mais c'est l'histoire qu'on se raconte aussi. Essayer de s'imaginer qu'on est tellement fort, qu'on a été tellement fort jusque-là, qu'on va trouver un moyen de vivre toujours pareil, mais en préservant la nature, en luttant contre le réchauffement climatique, etc. etc. Et c'est vrai que quand on regarde les orientations économiques, ce scénario semble se dessiner de manière plus précise pour l'instant, et j'espère que ce ne sera pas le cas, de manière plus précise que le premier scénario. En tout cas, c'est celui qui est choisi par la majorité des États qui font des plans de relance. Et alors, je vais peut-être vous choquer, mais c'est surtout celui qui est aujourd'hui choisi par les financiers. Et l'investissement et la finance décident à peu près de tout sur cette planète. Hein. Mais après, vous parliez des jeunes. C'est vrai que chez les jeunes, il y a un fort taux de chômage. C'est aussi, on s'inquiète aussi. On se dit, mais alors la décroissance, c'est très bien, mais les emplois, enfin, c'est toujours les mêmes discours en disant, on oppose préservation de l'environnement et croissance économique. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors qu'en fait, c'est pas si opposé que ça, si on regarde bien dans la complexité. Un scénario de la décroissance, ça repose inévitablement sur repenser le mode de distribution des richesses. Donc si vous repensez le mode de distribution des richesses dans un monde inégalitaire tel qu'il est devenu ces dernières décennies, de la richesse vous en avez probablement suffisamment pour que tout le monde puisse vivre heureux partout sur la planète, tout en respectant les équilibres naturels. Simplement, répartir les richesses, ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire prendre à ceux qui en ont beaucoup pour donner du travail peut-être à tout le monde. Et là, aujourd'hui, je sors un peu de mon domaine de compétences, mais aujourd'hui, je ne sens pas une volonté de ceux qui ont beaucoup de penser un monde d'après où la richesse est mieux répartie et mieux distribuée. On essaye de préserver l'acquis, on essaye de préserver les positions, peut-être en distribuant de nouvelles richesses. Donc on retombe sur un concept de croissance économique en réalité. Bertrand Badi, je vous vois vous approcher de votre écran, je sens que vous avez envie d'intervenir, on vous écoute. Oui, d'abord, j'ai oublié l'essentiel. Je voulais m'excuser auprès du public et de mes collègues de n'être présent parmi vous que virtuellement, mais sachez que je suis aussi cordialement et très heureux d'être impliqué dans ce débat. Oui, je voulais me rapprocher parce que
parce que justement je me sens très proche de ce qui a été dit et le regard que le politiste internationaliste peut porter s'inscrit en complément de manière très claire. Vous savez, nous avons vécu, surtout nous, Européens et plus largement nous, Occidentaux, 300, 400 ans de surpolitisation. Le triomphe de l'État, la conception hobbesienne venant du philosophe Hobbes de l'État, l'espèce de valorisation de la puissance et de la surpuissance, c'est ce qui a fait tourner notre planète jusqu'à la chute du mur de Berlin, quoi, en gros. C'est-à-dire, tout n'était que puissance, et la puissance n'était que politico-militaire. Et même pendant la guerre froide, rappelez-vous, des géants économiques qui se profilaient à l'horizon, l'Allemagne ou le Japon, dans la mesure où c'était des nains militaires, ne comptaient pas sur l'échiquier international. Nous étions donc victimes et nous avons été empoisonnés par cette surpolitisation du monde. Je crois qu'il faut maintenant revenir à autre chose parce que nous voyons bien que ce sont les puissances les plus politiques et les plus militarisées qui ont le plus souffert de cette crise. C'est peut-être pas tout à fait par hasard. Enfin, la chose est bien entendu plus complexe, mais on sent que le politique et le militaire sont à bout de souffle dans leur capacité de réguler le monde. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir méditer. Et derrière ça, il y a quelque chose de fondamental, et c'est là que je rejoins mes collègues, et que l'on ne met pas suffisamment en évidence, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde post-bipolaire ou le monde globalisé qui est le nôtre, les enjeux sociaux internationaux sont plus importants que les enjeux politiques. C'est-à-dire que la faim dans le monde, ça on l'oublie toujours parce que ce n'est pas vraiment à nos portes, c'est 9 millions de morts par an. C'est-à-dire en 1 an et demi, par la faim dans le monde, on a le même bilan que celui de la Première Guerre mondiale en termes de morts. La faim dans le monde, c'est l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. L'environnement, certains disent, il faut être prudent, c'est très difficile à quantifier, que c'est à peu près 8 millions de morts par an. Une étude que j'ai lue récemment indique que Shanghai, c'est 119 morts par jour sous l'effet du changement climatique et des gaz à effet de serre. On pourrait continuer, je ne parle même pas de la sécurité sanitaire, sauf pour rappeler une chose, c'est que nous nous affolons devant le million de morts que nous venons d'atteindre, mais savez-vous que le paludisme faisait régulièrement dans le monde 450 000 morts par an et personne n'en parlait et ça n'intéressait absolument personne. Donc nous sommes face à un changement complet de l'agenda international. On n'est plus au temps du congrès de Vienne, on n'est plus au temps de la paix de Versailles, on n'est même plus au temps du système onusien tel qu'il a été inventé, c'est-à-dire que la compétition de puissance ne fait plus l'essentiel du jeu. Même les guerres aujourd'hui ne dérivent plus d'une compétition de puissance, mais d'un effet de faiblesse. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut repenser la régulation internationale en termes d'intersocialité. C'est le titre de l'ouvrage que je viens de publier, parce que c'est que j'ai écrit pendant le confinement d'ailleurs, intersocialité. C'est-à-dire que l'essentiel maintenant des dynamiques mondiales se trouve dans les rapports entre sociétés. Le politique est tétanisé. Plus personne n'y croit. Regardez la cote de confiance dans les institutions, dans la classe politique. C'est quelque chose d'absolument désastreux. Regardez les phénomènes que nous avons observés récemment. M. Morand le rappelait tout à l'heure dans son intervention, le phénomène des gilets jaunes. C'est l'expression d'une défiance absolue à l'égard du politique. Donc, l'avenir se construira, non pas par la dissolution du politique, ce serait stupide de dire ça, mais dans un nouveau pacte, dans un nouveau contrat qui implique que l'intersocialité soit présente dans le jeu mondial de deux manières. La première, par ses enjeux, c'est-à-dire en remettant les enjeux sociaux, la fameuse sécurité humaine dont nous parle le programme des Nations Unies pour le développement, en tête, et d'autre part, à travers l'association des acteurs sociaux, des acteurs non étatiques à la régulation mondiale. Moi, je constate que face à ces crises que nous vivons, les ONG jouent un rôle probablement beaucoup plus efficace et positif que les États.
c'est une manière de réfléchir. Vous parliez tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison, des puissances financières, des grandes multinationales que Noam Chomsky justement nommait les tyrans privés. Il faut les réglementer. La mondialisation a été inventée, mais comme nous étions dans un temps politique, elle a été considérée comme étant hors du champ des États. Donc on l'a laissé faire tout ce qu'elle voulait. Maintenant, il faut admettre que cette mondialisation nous place dans un monde où le social, l'économique doivent être réglementés, doivent participer à leur propre réglementation. Voilà ce qui me paraît tout à fait essentiel. J'ai beaucoup de respect pour le mot nature, mais je ne le mets pas en tête. Ce n'est pas la nature, c'est l'intersocialité, c'est retrouver l'humain, Et j'ai énormément de respect pour le PNUD lorsqu'il nous parle de sécurité humaine et qu'il définit la sécurité humaine comme la libération de la peur. Free from fear, dit le PNUD. Eh bien, l'enjeu aujourd'hui, c'est libérer les humains de la peur en matière sanitaire, en matière alimentaire, en matière environnementale, en matière institutionnelle, en matière économique. Recréer l'intersocialité, Damien Deville, justement, ça peut se faire peut-être en remettant malgré tout un peu plus de liens entre nature et humain, et ça peut se faire peut-être plus à l'échelle ce qu'on appelle les territoires au sens large qu'à l'échelle des grandes villes uniquement. Il faut peut-être occuper différemment l'espace. D'ailleurs, pendant le confinement, ceux qui en ont eu les moyens ont fui les villes. Et il y a eu un manque de nature. Les parcs étaient fermés. Les gens avaient envie de voir un arbre. Enfin bon, il y a eu cette frustration énorme qui sont ces lieux de nature, des lieux où on fait société aussi souvent. Donc, est-ce que c'est pas aussi revoir cette façon d'occuper l'espace ? Si, tout à fait. En fait, je crois que effectivement, cette crise a montré que dans les grandes métropoles, en fait, on avait du mal à s'approprier nos espaces et nos vies de manière générale. Il y a un géographe qui utilisait cette phrase très belle, je trouve, qui s'appelait Henri Lefebvre. Il disait que dans les grandes métropoles, on a mis l'habité dans l'habitat. C'est-à-dire que le seul espace d'appropriation qu'on a à titre de personne, finalement, c'est notre propre appartement. Tout le reste sont des espaces de passage extrêmement régulés, qui tuent la rencontre, qui tuent la relation, qui tuent des manières émancipatrices, finalement, de vivre ensemble. Ce qu'on retrouve davantage, finalement, dans des territoires où les seuils sont moins grands, villes petites et moyennes et territoires ruraux. Je dirais même que ce qui a fait dans les imaginaires le succès des villes, c'est de se dire qu'en fait il y avait tellement de monde qu'on allait pouvoir vivre dans la diversité. Et moi je pense que les grandes métropoles sont arrivées à un stade où ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'en fait il y a tellement de monde dans les métropoles qu'on se retrouve à avoir des relations sociales choisies, filtrées sur le carreau, avec des gens qui sont comme nous, souvent qui ont le même niveau d'études, les mêmes engagements, les mêmes structures associatives. Bref, on participe nous-mêmes à l'uniformité des mondes quelque part. Et je dirais que il est très difficile d'en sortir de ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos esprits deviennent métropolitains, même lorsqu'on habite à la campagne, que nos esprits s'urbanisent, dans le sens où on a beau habiter à la campagne, on a le regard tourné vers la ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que dans les imaginaires du progrès, en fait, on place l'émancipation dans la ville. Et je crois que c'est notamment le cas de ma génération, là, les 20-30 ans. On pense que les opportunités se positionnent davantage dans les grandes métropoles. Et c'est en partie vrai, mais ça c'est un construit politique et on pourrait faire autrement demain, c'est-à-dire redistribuer les opportunités pour que chacun puisse vivre dans un territoire aimé et choisi, ce qui est l'une des clés de l'émancipation. Et après, dans ces territoires, comment recréer de la relation ? Et ben, justement par des projets qui créent des espaces de rencontre, des lieux de partage, des nouvelles manières de faire démocratie. Frédéric citait tout à l'heure les jardins, et effectivement... Dans mes recherches, en fait, j'ai travaillé de doctorat, j'ai travaillé sur les jardins familiaux à Alès, ville en crise, et j'essayais de voir qu'est-ce que ça pouvait apporter pour les populations les plus pauvres. Et ce qui était très beau à voir dans leur discours, très poétique aussi, c'est que toutes ces personnes retournent à la terre pour une raison économique, au départ, se nourrir leur famille, mais qu'au fil du temps, il y a un apprentissage qui se met en place dans les jardins qui fait que cette motivation économique devient indissociable de toute une série de motivations, d'ordre social, d'ordre paysagère, d'ordre de l'estime de soi. Un exemple, c'est Baba, un jardinier d'origine algérienne, qui avant, il me disait, tu vois, quand j'étais au chômage, Damien, je passais mes journées au bistrot. Aujourd'hui, je vends des pieds de menthe à ma communauté algérienne. Pour l'image qu'il a de lui et pour l'image que les autres ont de lui, ça change tout. Et puis, de manière ultra belle, je trouve, il y a un réapprentissage aussi du territoire, parce qu'en fait, Alès, c'est la capitale des Cévennes, mais les populations pauvres, anciennement ouvrières, ne fréquentaient pas tellement les Cévennes. Les chemins de crête, les ruisseaux, les châtaigneraies.
par les jardins, en fait, et se réapproprient un territoire qui est plus large que la simple ville. D'abord de manière très utilitariste, c'est-à-dire qu'ils vont aux champignons pour les vendre également et arrondir les fins de mois. Ils vont chercher des aiguilles de pin pour fertiliser leur jardin. Ils vont chercher le mouton pour l'Aïd. Mais tout ça équivaut finalement à une réappropriation de l'habité territorial. Ils redécouvrent les Cévennes, ils réancrent leur trajectoire de vie dans quelque chose qui est par-delà ville et campagne. Et tous ces projets, en fait, là j'ai pris l'exemple des jardins partagés, mais il y en a plein d'autres, cafés culturels, nouvelles formes démocratiques, lieux de rencontre. La question qui se pose d'un point de vue politique, et je crois que M. Badi a apporté pas mal de réponses là-dessus, c'est, au fond, au-delà du territoire, qu'est-ce que ça veut dire en termes de projet de société ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de récit républicain ? Voire qu'est-ce que ça veut dire en termes de nouvel universalisme ? Et je pense que, enfin, c'est un peu l'hypothèse qui me travaille aujourd'hui, je débute dans ces travaux, mais c'est de se dire que si on considère la relation à l'autre, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite, comme premier biais, finalement, de l'action politique, des regards scientifiques, de l'action citoyenne, on pourrait répondre à énormément de mots. Et pour faire un lien avec ce que disait M. Badi, je pense que ça réagence aussi la manière dont on fait compétence de l'échelle locale à l'échelle internationale. Et moi, je crois aussi que en fait, les États-nations tels qu'ils sont aujourd'hui sont complètement dépassés et que peut-être que la clé est dans une réarticulation entre l'expérience partagée, donc le vivre ensemble à l'échelle plutôt des territoires, et une dimension universaliste plutôt à l'échelle internationale. C'est-à-dire, au fond, renouer avec ce qui me semble être la définition même, d'ailleurs, de l'écologie, qu'elle soit citoyenne ou politique, construire un monde qui puisse abriter et réconcilier plusieurs mondes quelque part. Même si le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est quand même que plus de la moitié de l'humanité habite en ville et que les perspectives, c'est 75% de l'humanité qui habitera dans des villes en 2050. Donc on n'est pas tellement dans une logique de répartition. Alors est-ce que cette crise sanitaire va changer la donne ? Je ne sais pas, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette dynamique d'urbanisation, elle peut justement, face à des crises sanitaires comme celle-ci qui font un peu peur et qui ne nous donnent pas envie de vivre dans un 20 mètres carrés et plutôt envie de se réapproprier sa nourriture, son espace, avoir à nouveau l'occasion de sortir, se promener dans la forêt, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un renversement de cette tendance qui est forte quand même ? Pour vous répondre, je voudrais revenir sur cette idée de guerre au virus qui a été abordée plusieurs fois pour comprendre un peu où on en est dans ce discours, parce que justement, il me semble que l'histoire de la médecine montre que au XIXe siècle, on a eu cette idée que on pouvait faire la guerre à la nature. On pouvait contrôler les maladies qui venaient de la nature. Bon, c'est la médecine de Louis Pasteur, mais c'est aussi tout le mouvement d'hygiène publique qui font que les maladies qui décimaient les populations dans les villes, elles sont contrôlées. Les historiens de la peste montrent notamment que les villes pendant longtemps sont restées de taille réduite parce que les gens qui venaient des campagnes vers les villes mouraient d'épidémies. Donc effectivement, le 19e siècle est un moment où, pour tout un tas de raisons, l'hygiène publique, la médecine pasteurienne, on arrive à repousser la nature en dehors des villes. Et c'est toute l'idée d'une nature sauvage. C'est vraiment le modèle de le contrôle de la rage transmise par des chiens sauvages en contact avec des renards aux frontières du territoire. Alors, effectivement, la transformation qui se produit au milieu du XXe siècle, c'est l'idée qu'on va au contraire pouvoir se faire la guerre entre nous avec des virus. Et ça, c'est d'une certaine façon les Américains et les Chinois qui l'ont inventé. Les Américains parce qu'ils ont pratiqué ce qu'on appelle la guerre bactériologique sur les Indiens en envoyant des couvertures porteuses de tuberculose dans les territoires pas contrôlés, dans les réserves qui ne se soumettaient pas. Et puis les Chinois, après la Seconde Guerre mondiale, qui retournent contre les Américains cette accusation de guerre bactériologique qui effectivement autour de ce qui s'était fait au Japon avec des expérimentations pour le coup d'armes bactériologiques sur des Chinois était assez obscure. Donc on n'a pas une idée très claire de ce qui s'est passé, mais en tout cas quand je parlais avec des interlocuteurs chinois sur ce qu'est un virus, ce souvenir de l'usage des virus pour faire la guerre entre États était encore très fort.
Et je crois que si cette idée a pris, c'est aussi parce que, alors c'est un postulat culturaliste très large, mais on peut supposer que la notion de nature telle que nous l'avons intégrée au XIXe siècle comme une nature à la fois stable et dangereuse, donc on peut contrôler grâce à notre médecine, eh bien les gouvernements chinois ne l'ont pas eu, et ils ont pu concevoir davantage la nature justement comme un ensemble de mutations aléatoires, un peu comme des stratégies dans un combat qu'on allait pouvoir anticiper, contrôler. Ce qui fait qu'effectivement, avec la pandémie, on est dans une tension entre deux conceptions de la nature. Il y a notre conception de la nature comme quelque chose qu'on va contrôler, qu'on a perdu, qu'on souhaiterait retrouver. Et puis, ce qui effectivement se produit en Chine avec cette nature qui est toujours là, au fond, dans ces oiseaux ou ces chauves-souris porteurs de nouveaux virus. Alors, bon, en faisant cette comparaison un peu culturelle rapide, j'ai pas forcément un message très optimiste à vous apporter, mais en gros, le diagnostic que je fais, c'est que quand même, si on veut comprendre la gestion internationale des pandémies, il faut intégrer la vision qu'ont les sociétés chinoises, justement, de ce que nous, on appelle la nature. Or, ce n'est pas du tout une vision harmonieuse, même si on peut importer le Tai Chi Chuan et tout un ensemble de techniques très, très sympathiques pour contrôler notre corps. C'est une conception quand même très instrumentaliste aussi, mais aussi très pragmatique de la nature comme un ensemble de combinaisons. Et en plus, avec cette idée qu'il faut accélérer le progrès. L'urbanisation est très forte en Chine. Si on regarde, une des raisons pour lesquelles le confinement, qui était une mesure complètement inconcevable au temps de Louis Pasteur, on ne confine pas un pays tout entier, une des raisons pour lesquelles ça a été acceptable, c'est que 50 millions de personnes à l'échelle de la Chine, c'est contrôlable. On a pu confiner une ville de 10 millions de personnes et les 5 millions de personnes qui ont quitté la ville de Wuhan ont été eux-mêmes contrôlés par les villageois. Ça, c'est un héritage de la révolution culturelle qui leur disait de se mettre eux-mêmes en confinement. Donc voilà, il y a une conception des rapports entre ville et campagne en Chine qui est en train de s'amplifier, mais qui a des racines culturelles différentes des nôtres. Et je pense qu'il est assez important de la comprendre pour voir le monde dans lequel on vit. Et du coup, Sylvie Matelli, par rapport à tout ce que l'on a dit, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce monde d'après? Est-ce que c'est un autre rapport à la nature? Est-ce que c'est moins de villes, plus de ruralité? Est-ce que c'est repenser le multilatéralisme? C'est très certainement un petit peu de tout ça. Je serais bien en difficulté de vous répondre, tant nos grilles de lecture, nous les économistes, sont formatées par ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire l'avantage comparatif. On parlait d'urbanisation. C'est quoi une ville pour un économiste? Eh bien, une ville, c'est un territoire qui spécialise effectivement en fonction de ses dotations initiales, qui peuvent être le capital ou le travail, mais ça peut aussi être la détention de matières premières ou autres avantages. Et puis, cette agglomération, elle conduit en fait à regrouper autour des entreprises, des industries qui exploitent cet avantage concurrentiel, de regrouper des infrastructures adéquates, les écoles adéquates. Les écoles, ça veut dire la main-d'œuvre bien formée, adéquate. Donc c'est très efficace en fait la ville, c'est très efficace l'agglomération. L'organisation de nos économies s'est révélée très efficace dans la façon, dans le mode de pensée qui est le nôtre aujourd'hui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on reformate notre logiciel et comment on pense différemment. Alors il y a des pistes, c'est l'intégration des externalités. Au fond, quand on dit très efficace, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la valeur ajoutée qui est produite dans ces agglomérations. Vous parliez tout à l'heure du chômage des jeunes. Dans les grandes villes, il n'y a pas de chômage des jeunes. On a même du mal à trouver des jeunes à recruter et les jeunes trouvent très facilement du travail. Mais ça suppose qu'ils s'agglomèrent comme tout le monde et qu'ils entretiennent cette croissance des villes. Donc,
encore une fois, c'est véritablement un changement complet de logiciel. Dans les villes, il y a aussi le pouvoir politique, il y a aussi la capacité d'influence de ce pouvoir politique dans la direction qui nous est profitable. Donc j'ai du mal à répondre à votre question tant on est encore aujourd'hui loin de ces modes de pensée. Effectivement, quand on estime une croissance économique, c'est qu'on sait estimer un PIB. On n'a pas réussi pour l'instant dans ce produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la production de richesse nationale. On n'a pas réussi pour l'instant à intégrer tout un ensemble d'externalités positives ou négatives de l'activité économique, en fait. D'ailleurs, il y a plein de scientifiques et d'économistes qui disent qu'il faut repenser ces indicateurs. Mais qui le disent depuis 30 ans. Pour introduire aussi le bien-être. Tout ce qu'on dit là, on le dit depuis 30 ans ou 40 ans. Hein. C'est ça qui est assez effrayant. Enfin, moi, j'animais ici vendredi soir une table ronde sur les causes environnementales des épidémies. Ils étaient tous en colère, comme Serge Morand, en disant ça fait 20 ou 30 ans qu'on vous dit ça va nous éclater à la figure, ça nous éclate à la figure, personne ne nous est compté. Repenser le rapport à la nature, ça fait 20 ou 30 ans qu'on le dit. Donc, on essaye malgré tout de participer à cette conversation, à ce débat intellectuel, à essayer de semer des petites graines, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu des discours dans le désert, tout ça. Alors, peut-être pour donner une note plus optimiste à nos échanges, si je regarde un petit peu, et l'avantage de vieillir un peu, au fond, c'est qu'on arrive à avoir du recul sur les choses, et ça, c'est très agréable pour le chercheur, parce que ça permet certains enseignements. En économie, on passe toujours d'un équilibre à un autre par toute une période de transition. Et au fond, il n'y a pas vraiment de rupture, en tout cas, je n'ai pas souvenir de rupture dans le domaine économique qui, à un moment donné, fait qu'on passe d'un monde à un autre de manière brutale. Ça prend des années, ça prend facilement une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc je crois que on est depuis quelques années, voire quelques décennies, on est dans cette transition de redéfinition des relations entre les individus, de redéfinition du politique, de redistribution des pouvoirs et d'élargissement en fait des acteurs qui ont ce pouvoir. Et il y a probablement un monde d'après qui se dessine. Mais c'est très compliqué aujourd'hui, à l'instant T, de vous décrire ce monde d'après. Ce monde d'après, on pourra en faire le constat dans 20 ans en réalité. Alors les scientifiques nous disent qu'on a 10 ans pour 20 ans, c'est trop long, je crois. Oui, on a 10 ans en fait pour avancer, essayer de construire un monde plus habitable, en tout cas une planète plus habitable pour garantir à l'humanité un avenir à peu près confortable. Après, voilà, là on est dans des discours sur l'état du monde, un peu théoriques, etc. J'aimerais vous entendre un peu les uns et les autres sur finalement, on commence par quoi? Parce que vous appelez tous à un changement global de paradigme, etc. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans la salle, oui, Monsieur Badi, je vais vous donner la parole. Voilà, on commence par quoi? Monsieur Badi, on commence par quoi? Au niveau individuel, ou c'est quoi la première chose? Si vous aviez une baguette magique, vous l'utiliseriez pour quoi? Alors, si effectivement j'ai demandé la parole, c'est parce que je trouvais que tout d'un coup, vous commenciez à devenir un peu trop optimiste. Et je voudrais réinjecter une part de pessimisme. Parce que, vous savez, il faut distinguer 3 choses. Les enjeux objectifs, bon, peut-être que le côté positif de cette crise, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'avoir accéléré la révélation de la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui et d'avoir mis en évidence les vrais enjeux. Ça, c'est peut-être effectivement un progrès. Ensuite, il y a les aspirations des uns et des autres et des opinions publiques. Moi, ce que je constate, alors là aussi, ça peut aller encore dans le sens de l'optimisme, c'est que les dynamiques sociales sont volontaristes. Et ce qu'on nous dit pas depuis la crise, depuis bien avant. Toute l'année 2019, il y a eu des mouvements sociaux partout, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, disant il faut changer, il faut changer. Regardez la popularité du terme « changer le système ». Vous l'entendiez autant dans les rues d'Alger et de Beyrouth que sur les ronds-points en France. Donc il y a une prise de conscience et une volonté de réinventer le politique. Mais, et c'est là qu'intervient le pessimisme, nous sommes face à un système international entièrement bloqué.
C'est-à-dire que les politiques mesurent ce qu'ils risquent de perdre de cet aggiornamento que nous souhaitons tous. Si le social repasse devant le politique, si les préoccupations d'intégration sociale l'emportent sur celles d'intégration politique, si une vision humaine de la mondialité l'emporte sur une grammaire des frontières et de la territorialité nationale, si les enjeux sociaux l'emportent sur la compétition politico-militaire, alors le politique sera dévalué et il y a une formidable résistance de tous les États, quels qu'ils soient aujourd'hui, qui bloquent les réformes. Alors, je ne vais pas échapper à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut faire des petites choses de manière à ne pas trop affoler les États, mais même ces petites choses, je constate que les États ne sont pas prêts à le faire. Il faut par exemple réformer totalement l'Organisation mondiale de la santé. Il était de mode de se moquer de l'OMS en disant mais c'est nul, c'est inefficace et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'OMS a fait un formidable travail, par exemple l'éradication de la variole en Afrique. Et ça, personne ne lui en est reconnaissant. Donc cette institution n'est pas nulle. Simplement, cette institution est dessaisie. Les États ne veulent pas qu'elle récupère cette part indispensable de réglementation mondiale parce que ça choquerait, ça porterait atteinte à leur souveraineté. On pourrait très bien imaginer, par exemple, la création d'un Conseil de sécurité sanitaire à l'intérieur de l'OMS qui permettrait aux États et à leurs représentants d'agir de manière d'urgence. Mais ça, les États n'en veulent pas. Donc, ne croyons pas que tout ça se fera de façon harmonieuse. Le monde d'après-coronavirus, moi, j'ai aucune idée de ce qui sera. D'ailleurs, nous ne sommes pas des futurologues. Mais une chose est absolument certaine, c'est que le changement se fera dans la tension, peut-être dans la violence, et en tous les cas avec une formidable résistance. Je voudrais juste poser une question. Qui aujourd'hui, parmi les acteurs dotés de ressources de pouvoir, a intérêt à s'ériger en entrepreneur de la réforme des institutions internationales? Qui en a les moyens et qui se considérerait comme en situation de gain et de rétribution en se lançant dans cette aventure? Jamais personne dans l'histoire mondiale n'a été réformateur des institutions internationales. Il y a eu des créateurs d'institutions internationales, avec la paix de Versailles, la Société des Nations, peut-être Roosevelt avec la création du système onusien, mais dès que ces institutions sont créées, personne n'a intérêt, parmi ceux qui comptent, à entreprendre leur réforme. Le système des Nations Unies est bloqué pratiquement dans sa configuration de 1945. Or, en 1945, le monde n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Personne ne veut le réformer. Il y a eu de très grands hommes qui ont essayé de le faire, de grands secrétaires généraux des Nations Unies. Boutros-Ghali, eh bien, on lui a interdit d'avoir un second mandat parce que, justement, il avait trop d'appétit réformatrice. Kofi Annan, le grand Kofi Annan, mort dans l'indifférence générale. Il n'y a pas eu un secrétaire d'État français pour assister à ses obsèques à Accra il y a 2 ans, qui a été malmené pendant son second mandat. On a inventé tout un tas de scandales pour pouvoir neutraliser ce qu'il avait commencé à faire avec sa déclaration du millénaire, qui était une belle déclaration et qui a permis de fixer les fameux objectifs millénaires pour le développement et qui a pu déboucher ensuite sur les ODD, mais les objectifs de développement durable. Mais tout ceci reste déclaratoire, parce que tout ceci est bloqué. Et voilà 7 mois que nous sommes dans cette crise, il n'y a pas un gouvernement sur cette planète, pas un gouvernement, ni aux États-Unis, bien entendu, ni au Swaziland, il n'y a pas un gouvernement qui ait pris l'initiative de proposer une réforme. Ces instruments internationaux. Si je me permets, la créativité, elle est rarement du côté des gouvernements, elle est plutôt du côté de la société. En général, les lois entérinent les évolutions sociales. C'est rarement d'en haut que ça vient. Vous êtes dur, là, parce que quand même, le New Deal aux États-Unis, c'était quand même un volontarisme à l'intérieur. Mais quand on agit pour réformer son propre pays, on peut le faire, on peut prendre des risques, parce que la chance d'être rétribué
pour le succès de l'entreprise est réel. Donc, c'est rationnel de les entreprendre. Lorsque le général de Gaulle, en 1945, a entrepris un certain nombre de réformes, aussi, c'était quand même un réformateur. Alors, vous avez bien raison, souvent ça se fait en dialectique avec des mouvements sociaux et des mobilisations sociales. Mais ça se fait. L'histoire, dans notre histoire de France, Richelieu, Colbert, Napoléon ont été des réformateurs. Mais ce que je vous demandais, chère Anne-Cécile Bras, citez-moi un réformateur du système international. Ça n'existe pas. Ce métier n'existe pas. Et si ce métier s'il n'existait pas au XIXe siècle, c'était pas grave. Parce que chaque État faisait le ménage chez lui, et quand ça n'allait plus, on se faisait la guerre, et le problème était réglé. Mais dans un système mondialisé, ça pose problème. Frédéric Keck, à votre avis, d'où ça va venir ce changement ? Ah bah oui, parce que donc si ça vient pas des États, s'il n'y a pas d'État qui est capable de réformer, alors du coup on fait quoi ? Bon, moi, je ne suis pas prophète ou futurologue. On doit inventer le monde d'après. Non, mais la difficulté de la discussion, je pense que le public en est conscient, c'est qu'elle se situe à plusieurs échelles. Pour comprendre la pandémie qui nous occupe, nous rassemble et en même temps nous met à distance les uns des autres, elle se situe à la fois au niveau géopolitique, au niveau des territoires, des relations ville-campagne, et puis au niveau vraiment biologique des corps avec les virus qui les occupent. Donc voilà, la question c'est le monde d'après, c'est à toutes ces échelles-là. Bon, alors on peut parler effectivement des jardins collectifs, on peut parler des gentils microbes dont on a besoin pour vivre. La question que pose Bertrand Badi, c'est effectivement celui du niveau géopolitique, de savoir où va se construire le monde d'après. Par qui ? Et par qui ? Moi, c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé, je l'ai beaucoup observé parce que les virologues avec lesquels j'ai travaillé étaient très influents à l'OMS, notamment après la crise du SRAS en 2003. Et le récit qu'ils faisaient, c'est que c'était une institution qui avait été construite en grande partie par les États-Unis pour reconstruire le monde après 1945. C'était d'abord une institution pour les orphelins de la guerre. Et puis ensuite, effectivement, avec l'éradication de la variole, il y a eu ce grand succès et cette entreprise de maillage du territoire global en allant chercher jusqu'au bout le dernier porteur du virus de la variole. Et puis ensuite, dans les années 80-90, un grignotage de l'OMS par les industries pharmaceutiques qui faisait qu'elle était soupçonnée de conflit d'intérêts. Et le SRAS en 2003 a été un moment de gloire pour l'OMS. D'ailleurs, au moment même où l'ONU était décrédibilisée par la guerre en Irak, où en gros les États se faisaient la guerre sans demander son avis à l'ONU, l'OMS demandait à la Chine en quelque sorte de transmettre les informations sur le SRAS, et c'était une sorte de victoire de l'international sur l'État qui semblait à ce moment-là devenir le plus puissant, qui était la Chine. Alors, ce qui est troublant depuis 2003, c'est que le gouvernement chinois a parfaitement compris qu'il était dans son intérêt de, pas noyauter, mais en tout cas de pousser ses intérêts à l'OMS. Donc Margaret Chan a été directrice de l'OMS. Elle ne l'est plus, maintenant c'est un Éthiopien, mais on sait que l'Éthiopie est proche de la Chine. La FAO est dirigée par un Chinois. Donc effectivement, ces institutions qui ont été construites pour le monde d'après 1945, pour le début du XXIe siècle, basculent de plus en plus du côté asiatique. Là, vous êtes d'accord avec une personne qui a un peu le Covid en ce moment, mais qui s'appelle Monsieur Trump? Non, alors ça c'est juste la description d'un rapport de force. Ça ne veut pas dire effectivement qu'on est dans une nouvelle guerre froide. Ça veut dire que s'il y a de nouveaux partenaires autour de la table, il faut effectivement inventer ensemble de nouveaux concepts. Alors, le concept de sécurité humaine est très important parce qu'effectivement, dans les années 80, c'était une façon justement de désétatiser la sécurité pour inclure dedans les questions sanitaires et environnementales, en disant qu'une épidémie qui se produisait en Afrique centrale, par exemple, ou en Chine, pouvait concerner le reste du monde.
Donc que l'OMS avait un rôle de sécurité internationale. Mais il faut maintenant effectivement inclure dans la discussion sur la sécurité, donc peut-être dans un conseil de sécurité, ces interlocuteurs asiatiques. Et puis effectivement, l'autre concept sur lequel il faut travailler avec eux, c'est ce qu'on appelle la santé, la santé One Health, la santé humaine, animale et environnementale, dans laquelle différentes conceptions de la nature doivent pouvoir coexister. Donc voilà, moi, si on pense au niveau des institutions internationales, je suis à la fois, lucide, un peu effrayé par l'arrivée de ces nouveaux acteurs, et en même temps optimiste, et ça c'est mon côté anthropologue, sur le fait que des concepts comme sécurité humaine ou santé collective, disons, qui ont été en grande partie fabriqués par les Occidentaux, de nouveaux interlocuteurs arrivent pour nous changer notre regard sur ces concepts. Sylvie Matelli. Alors, moi, je trouve qu'il y a des choses qui bougent. Il y a quand même des mouvements dans la bonne direction, mais effectivement, et je vais revenir sur les mouvements dans la bonne direction, effectivement, il y a quand même des freins et en provenance en grande partie des États, mais pas que, à maîtriser ce mouvement, à empêcher ces mouvements. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Bertrand Badi qui en parlait, du travail que font les ONG. C'est quand même assez extraordinaire, le travail, la structuration des ONG depuis une trentaine d'années, le travail qu'elles ont pu faire sur un certain nombre de sujets. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de corruption et de lutte contre la corruption. Bon, c'est un autre sujet, mais force est de constater que le job fait par les ONG est au moins aussi efficace, si ce n'est plus sur ce sujet-là, que ce qui a pu être fait par les États, avec une véritable pression qui s'est exercée sur l'État le plus puissant, d'abord les États-Unis, et puis ça a disséminé à tel point qu'il y a probablement très peu de pays aujourd'hui dans le monde dans lequel le mot corruption est quelque chose qui est accepté. Je ne dis pas que ça a disparu, mais simplement c'est la bagarre a réussi en fait, et a pris auprès des opinions publiques, et je crois qu'il y a une véritable opinion publique internationale sur ce sujet-là, comme sur un certain nombre de sujets. Il y a 5 ans de ça, vous m'auriez posé la question sur notre mode de consommation et je vous aurais dit, bah oui, on a des beaux discours, on est d'un côté citoyen, on a envie que tout change et que le consommateur devienne raisonnable, etc. Puis quand on est consommateur, pour le coup, on n'a plus du tout la même vision, on est dans une sorte de schizophrénie ou un comportement quelque peu bipolaire. Depuis 2-3 ans, les modes de consommation en France, en tout cas, sont clairement en train de changer. Et ça fait bouger les lignes aussi à la grande distribution, à un certain nombre d'entreprises. On voit des entreprises aussi qui bougent. Alors, pas qui bougent par bon sentiment, il y en a probablement, mais parce qu'elles ont compris que l'épuisement des ressources naturelles, que les risques géopolitiques, que les actionnaires commencent à mettre un peu la pression. Alors, les actionnaires mettent la pression, ça c'est encore autre chose. Pourquoi les actionnaires mettre la pression? Tout simplement parce que depuis la crise de 2008, il y a un certain nombre de personnes qui ont une épargne, de type, des gens qui ont de l'épargne parce qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils arrivent à économiser, et qui ont été quand même assez choqués par la crise de 2008 et qui ont dit à leur banquier, attendez, moi vous me proposez des produits c'est fini, les subprimes, je ne veux pas investir là-dedans. C'est terminé, ça m'empêchera de dormir. On ne le savait pas avant, maintenant on se questionne et on a vu monter en puissance tout ce qui est, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les produits aujourd'hui financiers qu'on vous propose sont ISR. Alors il faudrait regarder ce qu'il y a derrière, ça veut dire socialement responsable, tout à fait. Parce que plus personne ne veut acheter un produit financier qui ne serait pas socialement responsable. Moi, j'ai un banquier de la BNP... différence entre l'étiquette et la réalité. Mais... Tout à fait. Un banquier de la BNP Paribas qui m'expliquait qu'il suffisait de financer une école au fin fond de l'Afrique et puis vous aviez un produit socialement responsable. Donc c'est très discutable, mais l'affichage est là. À un moment donné, ça veut dire qu'il y a une demande pour ces produits-là. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi tous ces salariés aujourd'hui, retraités demain, qui vont bénéficier d'une retraite par capitalisation, mais uniquement si l'investisseur a bien fait son job et qu'il a investi dans un produit durable, dans quelque chose de durable. Or, c'est vrai que quand on investit sur des produits spéculatifs, il y a un moment donné, le risque, c'est qu'à la première crise, vous perdiez tout ce que vous avez économisé. Donc, du côté de l'investissement aussi, les lignes bougent. Donc, pour des raisons diverses et variées, et pas forcément uniquement pour de bonnes raisons et la bonne cause, il y a un certain nombre de choses qui bougent, mais encore une fois, on voit... moi, j'interprète des élections de personnages comme des Trump, des Vladimir Poutine, ces hommes qui paraissent d'une autre époque, en fait, d'un autre temps, comme des freins
des réactions contre ces évolutions, somme toute. Donc on est toujours confronté à cette opposition entre progrès et conservatisme, et les lignes sont dures à bouger. Alors qu'est-ce que nous on peut faire? Eh bien peut-être continuer à essayer d'avancer. Je trouve ça assez extraordinaire, cette jeune génération, on en a un petit peu parlé, qui descend dans la rue tous les vendredis, alors un petit peu moins en ce moment, mais pour manifester contre le changement climatique, en loupant des cours. C'est assez nouveau, somme toute, en tout cas sur ces 20 dernières années, de voir une jeunesse prendre la parole. On a parlé tout à l'heure des mouvements sociaux, et ce que je trouve assez extraordinaire, pour le coup, c'est la contagion de tous ces mouvements sociaux partout dans le monde. On voit qu'il y a quand même une expression qui monte d'en bas, qui monte des populations, qui monte aussi, on voit des mouvements chez tous les acteurs de la société, tous les acteurs privés. Donc quand même, on ne peut pas être totalement négatif. Reste à savoir qui va gagner cette confrontation, parce que ça va être effectivement une confrontation à un moment donné. Damien Deville, comment vous la voyez, cette confrontation ? Vous qui allez dans les manifestations. Allez, ça y est, je l'ai dit. Oui, je pense qu'il y a, bon, très modestement, du haut de mes 28 ans, je vais essayer de dire des choses. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'action. La première qu'on a tendance à négliger, c'est la bataille des imaginaires. Pourquoi ? Parce que quand les imaginaires changent, tout change. Notre projection au monde change. Et on parlait des territoires tout à l'heure. Je veux dire, il suffit d'aller au cinéma pour voir l'hégémonie urbaine. 95% des films se passent à Paris. En zone urbaine déjà, et comme la France reste un pays très centralisé, se passe à Paris. Ou même sur Netflix, globalement sur en Netflix, ville. Exactement, globalement en ville. Et ça, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une non-représentation démocratique, une non-fierté de tous les autres territoires qui ne sont pas urbains. Et ça change nos manières de penser. Du coup, c'est comme ça qu'on place le progrès finalement dans les villes. Moi, j'adorerais aller au cinéma et pouvoir choisir entre un film qui se passe en Cévennes, sur l'île d'Ouessant, et un film qui se passe à Paris, quoi. Ça permettrait justement de ramener la diversité au cœur de nos imaginaires. Ensuite, je dirais que à l'échelle plutôt individuelle, je crois peut-être à contre-courant des réseaux militants dans lesquels j'évolue, que on entend beaucoup là après la crise du Covid qu'en fait on n'est pas assez intervenu en fait politiquement sur les territoires, par extension sur les individus. Moi, j'ai tendance à penser au contraire, qu'on évolue dans un temps où il n'y a jamais eu autant d'intervention sur nos corps, sur nos esprits, sur nos manières de vivre, sur nos manières d'être ensemble. Là où, sous quelle forme ? Eh ben, ça prend des formes extrêmement variées. C'est une forme d'action politique. Je pense qu'on n'a jamais été dans finalement un État aussi uniforme. En fait, un État qui pense les choses vers le haut. Voilà, le masque, mais même justement, je parlais de ces imaginaires où on nous impose des codes tout faits en fait, et qui sont pas du tout représentatifs de la diversité qu'on veut incarner dans nos démocraties. Et puis je dirais que là où justement ces réseaux ont raison, c'est que cette intervention n'est plus liée forcément aux États. Elle est liée à d'autres choses, les réseaux sociaux par exemple. Il y a un magnifique film moi, qui m'a fait froid dans le dos, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, là, qui vient de sortir sur Netflix, qui montre à quel point les réseaux sociaux nous manipulent. Et je plaide premier coupable, parce que moi, ma première action quand je me lève le matin, c'est de regarder mes notifications, quoi. Mais nous sommes retransmis en Facebook Live en ce moment. Voilà. Ça sert aussi quand même. Non mais voilà. Et du coup, je pense que il y a un vrai enjeu à rééquilibrer les formes d'intervention pour peut-être laisser plus de liberté aux individus, d'être plus en relation avec l'autre et de pouvoir co-construire ensemble à l'échelle de territoire. Et peut-être de remettre l'intervention là où elle est la plus pertinente. Et c'est peut-être pas forcément au niveau des États-nations. Là où je pense que les États-nations ont un vrai rôle à jouer demain, c'est dans l'accompagnement des territoires, dans l'accompagnement d'une forme de décentralisation. Parce qu'effectivement, si on n'a pas un État fort qui accompagne, on recréerait des inégalités très fortes entre des territoires qui vont bien et des territoires qui vont mal. Les Cévennes, par exemple, ça va mal. Nantes et son arrière-pays, ça va bien. Donc l'État a un rôle d'accompagnement à ce niveau-là. Mais face aux grands enjeux contemporains, peut-être qu'effectivement, il faut remettre des choses au niveau de l'international. Et je dirais que là, pour rebondir sur ce que vous disiez, Sylvie, bien sûr, il y a de l'espoir pour aller vers un monde d'après, mais je pense qu'il y a la peur de revenir vers un monde d'avant. Et ça, je le vois beaucoup dans les réseaux de la gauche. En fait, on a tendance, dans l'après-Covid, à ne jurer de nouveau que par un État jacobin, en fait. Et un État beaucoup plus fort. Et ce faisant, on se met à jurer finalement pour répondre aux mots d'aujourd'hui par un appareil qui a participé à les créer, ces mots. Et ça, quand on regarde l'histoire longue de l'État, je pense aux travaux de Pierre Clastre, je pense aux travaux de David Graeber, je pense à James Scott, qui montre très bien en fait comment l'État a uniformisé les mondes, l'État a créé de la précarité, État et néolibéralisme sont fortement imbriqués, etc. Donc il y a une vraie... je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et il faut...
notamment repenser justement l'action politique à la lumière des avancées des sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, vous savez, bon, c'est un secret pour personne, on parle beaucoup de l'Union des gauches là pour 2022. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que finalement, on a tendance à parler de l'Union des gauches comme il y a 60 ans, en évacuant complètement les avancées des sciences humaines et sociales de ces dernières années dans de nouvelles manières d'être en lien, dans de nouvelles manières de faire démocratie. En disant ça, je pense bien sûr aux avancées de Philippe Descola dans le cas de l'anthropologie. Je pense aux travaux magnifiques d'Édouard Glissant sur la justice territoriale. Je pense à Corinne Pelluchon, la philosophe, parce que Bertrand disait qu'il y avait des grands hommes, il y a aussi de très grandes femmes en fait, qui pensent le monde et qu'on pourrait mieux valoriser aussi. Et Corinne Pelluchon montre ça, comment de nouvelles relations à l'animal conditionnent aussi de nouvelles relations entre humains. La manière dont on se comporte avec le vivant est un miroir des manières dont on peut réformer nos humanités. Donc tout ça pour conclure que je dirais, peut-être que l'une des clés pour demain, c'est redonner du pouvoir d'engagement aux gens. Vraiment, c'est très Nietzschéen comme démarche, mais ça, il faut vraiment l'affirmer. Les territoires rendent cet espoir possible. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, une forme d'action un peu plus internationale qui a rééquilibré très fortement entre les échelons internationaux et les échelons nationaux. Alors maintenant, je vous propose de prendre la parole, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ai le droit de poser des questions. Donc, je cherche des hôtesses avec des micros qui, à mon avis, vont arriver de part et d'autre voilà, dans les couloirs. Donc, Covid oblige, le protocole, c'est en fait c'est un peu contraignant, mais de vous lever et d'aller sur les côtés pour poser des questions, voilà, avec les personnes qui sont porte-parole, parce qu'on ne peut pas vous faire circuler le micro. Voilà, donc vous levez la main, vous nous faites signe et on vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas très bien. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est étonnant. Non, je ne vois pas de questions pour l'instant. Vous êtes convaincus par tout ce qu'on a dit, enfin tout ce qu'ils ont dit, c'est formidable. Alors, en attendant qu'il y ait des questions dans la salle... Ah si, il y a une question là. Ah pardon, mais vous ne voyez pas. Là-bas. Est-ce qu'il y a un micro qui peut aller voir madame, s'il vous plaît? C'est un monsieur, pardon, excusez-moi, décidément avec les lumières. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, et merci pour toutes ces interventions bien intéressantes. Et mais il y a une chose qui me semble avoir été à peine abordée, c'est que dans les conséquences de ce que certains appellent une crise sanitaire, hein, mais qui en fait il y a des tas de problèmes sanitaires depuis des dizaines d'années dans d'autres régions ou dans d'autres continents que le nôtre, hein, et on s'en est tenu très peu, si on en parlait. Il y a quelque chose qui a à peine été abordé quand même, je pense, c'est donc en France quand même, les conséquences sanitaires. Effectivement, dès avant le confinement, il y a certaines personnes ou certaines familles qui ont quitté les agglomérations. Hein. Bon, on l'a vu sur l'agglomération lyonnaise, quand on se promenait dans le quartier d'Aînés, par exemple, ou dans le quartier du Vieux-Lyon, des familles qui pouvaient aller effectivement se mettre au vert à la campagne, et puis d'autres qui restaient, qui devaient rester, pas tellement dans un contexte très vert, avec souvent des habitations pas bien grandes, interdits de sortir, y compris avec les gamins. Enfin, c'était un peu compliqué, d'autant plus compliqué qu'on ne pouvait pas avoir d'activité professionnelle à distance, par le télétravail, mais qu'il fallait aller sur place, dans les hôpitaux, derrière les camions poubelles et autres choses bien aussi utiles, quoi, hein. Et ça, et du coup, quelle est votre question? J'ai l'impression que si on veut voir le monde d'après, il faut mieux voir le monde d'aujourd'hui et ce qui a été vécu et ce qu'on vit toujours, hein. Voilà. Merci. Donc on l'a abordé un petit peu en disant qu'en effet, pendant le confinement, je crois qu'à Paris, c'est 1 million de Parisiens qui ont quitté la ville pour aller dans leur résidence secondaire ou chez les parents quand ils avaient la chance de pouvoir le faire.
C'est vrai qu'il y a quand même je pense que derrière l'intervention de monsieur, il y a les enjeux des inégalités, c'est-à-dire que face à la crise que l'on vit aujourd'hui et au monde d'après qui se prépare, il y a un grand enjeu de justice sociale. Frédéric Keck, vous voulez intervenir sur ce sujet ? Je vous vois prendre votre micro. Non, c'est la question très importante de l'inégalité d'accès à ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire des ressources justement qui soient plus larges que la définition qu'on nous donne de un environnement sûr dans lequel on peut travailler et produire. Alors, en France, ça s'est beaucoup vu au niveau de l'accès à la résidence secondaire, parce qu'il y a toute une tradition justement pour des familles aisées d'avoir une résidence secondaire, alors que l'immobilier étant au prix où il est, si déjà on peut avoir une résidence principale, c'est bien, mais en même temps le confinement immobilisait dans cette résidence principale. Aux États-Unis, ça se joue beaucoup autour de l'accès à l'alimentation dite organique, c'est-à-dire le simple fait de pouvoir acheter des fruits et des légumes chaque jour est en fait le privilège d'une élite qui elle-même est fit, alors que les classes populaires se voient comme obèses. Et donc, l'obésité étant en plus un facteur aggravant du coronavirus, on a vu comment l'alimentation était là, pour le coup, un des facteurs de mortalité dans l'épidémie. Alors, en Chine, c'est encore autre chose, parce que justement, maintenant, il y a une urbanisation très forte. Même s'il y a la tradition des parcs où les gens vont se ressourcer justement par des techniques corporelles. Moi, ce qui m'a intéressé à Hong Kong, c'était justement un espace à la fois très urbanisé et où la nature était partout et pouvait arriver par la présence des oiseaux, des volailles. Mais effectivement, il faut voir comment le virus est un révélateur des inégalités d'accès à ce qu'on appelle la nature. Damien Deville. Oui, très rapidement, je pense qu'en fait, il y a une question forte qui se pose par rapport à cette envie d'aller vers d'autres territoires que les grandes métropoles, c'est de se dire, en fait, et si on peut vivre dans chaque territoire en essayant de respecter les équilibres écosystémiques quelque part. Je pense qu'elle est là, la vraie question écologique de demain. C'est pas de se dire qu'il y a des territoires dans lesquels on peut vivre et des territoires qu'il faut absolument protéger. C'est plutôt de se dire comment on vit dans chaque territoire, dans un système relationnel entre humains d'abord et avec les autres êtres vivants qui nous entourent. En fait, la diversité, y compris naturelle, s'invente par des liens avec l'humain. Un exemple qui est très fort, c'est l'exemple des Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO, maintenant en danger, parce que le territoire n'est plus habité. Pourquoi ? Parce que ce qui créait cette diversité, c'était les châtaigneraies et les manières de vivre ensemble en Cévennes. Exode rural, mine de charbon à Alès. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 95% des châtaigneraies sont abandonnées. Les Cévennes n'ont jamais été aussi uniformes en termes de biodiversité, en termes de diversité sociale, etc. Et puis j'aimerais aussi casser un cliché, c'est que dans les territoires, il y a de la place, en fait. Si on prend le cas de la ville de la Grand-Combe, par exemple, qui est au sud de Cévennes, proche d'Alès. Alors, magnifique histoire ténébreuse, si j'ose dire, au sens romantique du terme, qu'a connu la Grand-Combe. C'est un village, 200 habitants, qui a eu le malheur, je crois qu'on peut dire aujourd'hui le malheur, de tomber sur un gisement de charbon. Le village a explosé et est devenu une ville de 18 000 habitants, je crois, par rapport à l'exploitation du charbon. Les mines de charbon ferment en France. La Grand-Combe s'écroule. Aujourd'hui, la Grand-Combe, c'est de nouveau 5 000 habitants. Mais il y a toujours le parc urbain pour 18 000 habitants. Et ça fait froid dans le dos quand on se croirait dans un film d'Ennio Morricone, quoi. Une ville fantôme au sens littéral du terme. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de villes en décroissance qui perdent de la population. Saint-Étienne, Nevers, qui ne demanderaient qu'à se réinventer par des gens qui arrivent en renouvelant les manières de vivre ensemble. Un gros enjeu, c'est de re-rendre ces territoires finalement davantage attractifs. On retourne à cette bataille des imaginaires. Et je crois que politiquement, il y a effectivement des choses... d'un point de vue politique et citoyen, entrepreneurial d'ailleurs, hein, il y a des choses à apporter comme permettre à chacun de vivre dans un territoire libre et choisi. Je pense que ça serait incroyable. Et ça répond à des nouvelles manières de faire travail, avec le télétravail, des nouvelles manières de vivre ensemble, etc. Et puis d'ailleurs, je dirais que, en fait, vivre dans un territoire, ce n'est pas tout. Dans le sens où, je vais vous prendre un exemple, par exemple la ville de Saint-Flour, dans le Cantal, c'est une ville que si on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est une ville qui va plutôt bien. Pas trop de chômage, pas trop de pauvreté. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui profite finalement de l'attractivité de la région, enfin de Clermont-Ferrand, qui est très proche de l'autoroute. Par contre, quand on est dans le village de Saint-Flour,
On voit qu'il n'y a aucune vie, tous les commerces sont en train de fermer, etc. Donc il faut également sortir de la logique de simples indicateurs économiques pour penser la performance d'un territoire, pour retourner vers des indicateurs sociaux, vers de vrais systèmes relationnels qui sont émancipateurs pour les gens qui y habitent. Alors justement, il y a une question Facebook, Sylvie Mattei, c'est peut-être pour vous. Faudrait-il changer le classement des puissances avec des indicateurs environnementaux ou sociaux? Bertrand Badi, je vous donnerai la parole aussi sur cette question. Oui, je pense qu'il pourra répondre également. Certainement, alors, des indicateurs environnementaux et sociaux, ou en tout cas introduire dans le calcul de la richesse nationale des indicateurs environnementaux et sociaux. On pense au bonheur national brut du Bhoutan. Repenser le PIB, c'est une évidence. Mais là aussi, vous vous confrontez à quelque chose qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans nos échanges, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le classement des pays? C'est les États-Unis, c'est la Chine, Japon, Allemagne. Regardez déjà l'effet qu'a la menace que la Chine devienne première puissance économique mondiale sur les États-Unis, l'impact que ça a sur les relations internationales, la façon dont ça structure et dont ça va probablement structurer les relations internationales dans les 15 voire les 20 prochaines années, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des freins à modifier cette hiérarchie des pays et cette hiérarchie des puissances et qu'on n'y est pas encore en réalité. Bertrand Badi, est-ce que vous êtes pour qu'on inclue des critères environnementaux et sociaux dans la hiérarchie des puissances de la planète? Permettez-moi d'être tout à fait radical sur ce sujet. La puissance aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus de sens. Que signifie la puissance face à la crise que nous vivons? Que signifie la puissance par rapport aux grands enjeux sociaux mondiaux? Et effectivement, la personne qui pose cette question a tout à fait raison. Les paramètres sociaux deviennent plus déterminants que les paramètres classiques de puissance. Quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais étudiant, on nous expliquait que la puissance se mesurait à la capacité militaire d'un État. Puis après, on a introduit la notion de puissance économique, on n'a pas su comment la construire. Est-ce qu'il fallait tenir compte de la puissance financière, de la puissance commerciale, des investissements, etc. Après, on l'a élargi à d'autres référents, puissance technologique, puis ensuite on a parlé de puissance culturelle, et puis on a ressorti la vieille puissance démographique. Tout ça est très confus à un moment où on s'aperçoit par ailleurs que la puissance ne donne plus la vérité des dynamiques internationales aujourd'hui. C'est-à-dire que cessons de raisonner en termes de puissance, constatons que ceux qui sont censés être dotés de la puissance n'ont pas gagné une guerre depuis 1945, donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et essayons, et c'est vraiment là que tout se joue, essayons de renverser le problème, c'est-à-dire ne plus partir de la puissance, mais partir des enjeux et donc de la capacité de traiter ces enjeux. L'enjeu, ça a été dit, l'enjeu numéro un, c'est la formidable inégalité qui a dérivé de la mondialisation. Entre un Centrafricain, $600 par an et par habitant, et un Luxembourgeois, $110 000 par an et par habitant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'indice, dit indice Gini d'inégalité au niveau mondial, il est à 0,65, ce qui est absolument énorme, ce que les nations, même au XIXe siècle, en Europe, n'ont pas connu. Donc, nous sommes face à ce problème et on continue à penser le monde tel qu'on le pensait il y a 2 siècles. C'est plus ça le problème. Le problème, et j'étais vraiment ravi que dans cette table ronde, tout le monde se rejoigne là-dessus, c'est un problème d'intégration sociale internationale et d'intégration sociale tout court. Moi, en tant que vieux durkheimien, je trouve que ce concept d'intégration, il est plus important que d'autres. Mais regardez ce que fait la puissance. Elle inverse la notion d'intégration. On est en train de nous sortir une loi sur le séparatisme au moment où on a besoin d'une loi sur l'intégration. C'est-à-dire, en gros, la loi va pénaliser les exclus avant de promouvoir les moyens pour intégrer ceux que l'on a besoin d'intégrer. Et ce qui est vrai au niveau national, au niveau français, l'est au niveau mondial également. Quand on
raisonne en termes de puissance, on raisonne peut-être en termes de rang protocolaire, peut-être aussi en capacité de nuisance, mais certainement plus en termes de résultats. Les États-Unis ont une capacité de nuisance parce qu'ils ont la puissance militaire et la puissance financière et la puissance monétaire, mais ils ne parviennent à aucun résultat. Demandons-nous pourquoi la puissance peut nuire comme elle le fait au peuple iranien aujourd'hui, mais sans obtenir le moindre résultat et le moindre changement de comportement en Iran. C'est bien la preuve que ce concept n'a plus d'intérêt, n'a plus d'opérationnalité. Et si on se cramponne à celui-ci, on passe à côté des véritables enjeux internationaux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou une autre intervention? Non, sauf... Ah si. Monsieur. J'ose plus dire monsieur ou madame, comme je me suis trompée tout à l'heure, mais je crois que c'est monsieur. Alors allez-y, parlez dans le micro et c'est la personne qui tient le micro. Oui. Ah, on ne vous entend pas. C'est normal. Voilà. C'est bon ? Merci beaucoup pour cette intervention. J'avais juste une question, un petit peu une remarque. C'est qu'on parle beaucoup du coup d'un rapport à la nature, d'un rapport... déjà, j'ai l'impression de dire plutôt aux natures qu'à la nature. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'extrait beaucoup de la nature. Et pourtant, il y a vraiment des scolaires qui est passé par là depuis pour nous réintégrer dans la nature. Est-ce que ce serait pas déjà un premier pas de se rendre compte que c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, la nature? Ah bah oui, ce musée est presque fait pour ça, finalement. Je vous invite à aller voir les expositions permanentes. Qui veut? Frédéric Keck? Je pense que... Oui, donc la chaire d'anthropologie de la nature de Philippe Descola vise justement à montrer qu'il n'y a pas une nature, mais il y a des... Enfin, disons que la nature est juste une façon de concevoir l'ensemble des relations entre les humains et les non-humains. Alors quand on dit les humains et les non-humains, on sépare encore une fois l'humanité du reste, mais c'est pour pas dire les vivants, parce que si on dit les vivants, ça présuppose l'unité de ce qu'il faut justement composer. Donc cette anthropologie part des relations entre humains et non-humains, comme justement un domaine plein de phénomènes imprévisibles. C'est des relations qui sont en permanence en train de se recomposer. Donc par exemple, des relations entre des virus, des chauves-souris, des marchés chinois, des États. Voilà, ça donne une pandémie. Et on ne peut pas dire effectivement que... Alors on peut dire la nature se venge, c'est une façon assez facile de raconter ce qui se passe. C'est plus précis de regarder effectivement sur différentes échelles comment se recomposent les relations entre virus, chauve-souris, marché, État. Voilà, c'est ça l'enjeu d'une anthropologie de la nature. Alors il y a une question qui est sur Facebook. Peut-être pour vous, Bertrand Badi, est-ce qu'il faudrait un président du monde? Écoutez, je ne sais pas s'il faudrait un président du monde, mais de toute façon, c'est totalement impossible. Donc, abandonnons. On a inventé au cours des années 80 le concept de gouvernance parce qu'on savait que le gouvernement mondial, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible non seulement à cause de la résistance des États, mais ce n'est pas possible parce que le monde est fort heureusement diversité. Et ce qui a été très logiquement dit à propos des territoires à l'intérieur des nations est tout aussi vrai de la diversité culturelle, sociale et historique à l'intérieur du monde. Pour ces raisons, la mondialisation ne sera efficacement articulée que si elle est en lien fort avec l'autonomie des acteurs locaux. Donc, la problématique, ce n'est pas un gouvernement du monde, encore moins un président du monde, j'avais envie de dire que Dieu nous en préserve. Vous vous rendez compte, un Trump tout d'un coup élu, on ne sait comment, président du monde, le taux de suicide dans le monde risque d'augmenter vertigineusement, mais on a besoin d'une gouvernance mondiale. Ça veut dire quoi, une gouvernance mondiale? Ça veut dire que les États vont demeurer, que les régions vont demeurer, mais que les acteurs de ce monde
parce qu'on est dans la mondialisation, c'est-à-dire dans l'interdépendance, vont avoir une obligation de concertation permanente. C'est la création de cette concertation, et peut-être au-delà de la concertation, de cette délibération permanente qui est nécessaire. Si je puis me permettre, ça existe aujourd'hui, c'est quand même l'Organisation des Nations Unies. Alors après, ça donne un accord comme la COP21 qui a quand même été relativement peu respecté. C'est pas ça aujourd'hui dans la gouvernance mondiale? Vous avez raison, là où on le veut, c'est-à-dire où l'intérêt économique le sollicite, il y a une gouvernance mondiale et grâce à des institutions onusiennes. Il y a par exemple une gouvernance mondiale de l'aviation civile. Si les avions décollent et atterrissent autant en France qu'en Corée du Nord ou aux États-Unis, c'est parce que tous les gouvernements de ce monde sont d'accord pour obéir à des normes communes et donc pour instaurer et pérenniser une gouvernance de l'aviation civile. Parce qu'économiquement, tout le monde a intérêt à ce que les avions atterrissent et décollent, et on en discute suffisamment aujourd'hui. Mais ce secteur est hélas rare. Vous dites que la COP21, c'est l'anti-gouvernance. C'est l'anti-gouvernance. Parce que la COP21 n'énonce aucune n'a énoncé aucune décision contraignante. La gouvernance suppose l'obligation. Sinon, nous sommes dans la rhétorique. Et hélas, 3 fois hélas, la question environnementale n'est gérée que sur le plan rhétorique et non sur le plan contraignant. La gouvernance suppose quand même un minimum de contraintes, c'est-à-dire on délibère ensemble et on s'engage à respecter le fruit de cette décision collective. Alors, il y a quantité de secteurs où on pourrait très bien envisager cette gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale en matière climatique, c'est très difficile parce que l'investissement que ça implique sur le court terme n'aboutira à des résultats que sur le long terme et donc politiquement, c'est très difficile de mettre en place, mais on peut très bien envisager, par exemple, une gouvernance mondiale des migrations qui soit profitable aux sociétés de départ, aux sociétés d'accueil et aux migrants eux-mêmes. Il suffit d'une vraie volonté pour ainsi organiser la mobilité naturelle de la population mondiale. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples en ce sens. Hélas, dans la réalité d'aujourd'hui, il y en a très peu, et dans ce qu'on nous offre à court terme, très peu également. Il y a eu un pacte en 2018 sur les migrations, immédiatement dénoncé évidemment par M. Trump, mais qui n'est en rien contraignant. Le passage à la contrainte, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça implique la volonté des États, et les États ne sont en mesure d'accepter la gouvernance mondiale que si ça leur rend service, et dans l'esprit des dirigeants du monde, ce n'est que dans des domaines très exceptionnels et limités. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, une intervention? Non. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier finalement d'avoir suivi cette conférence. Merci beaucoup à vous d'être venus passer une partie de votre dimanche après-midi avec nous dans cette salle. Merci à ceux qui nous ont suivis par le biais des réseaux sociaux. Merci à nos intervenants. Je signale au passage que les livres de Serge Morand et de Frédéric Keck sont à la librairie de Confluence. Si vous voulez y aller en sortant, n'hésitez pas. Et puis donc vous pouvez revoir, si vous le souhaitez vraiment, cette conférence, mais en tout cas voir toutes les autres toutes les autres conférences qui ont eu lieu au musée des Confluences à l'occasion de cette fête de la science sur la page Facebook du musée. Allez voir, allez tendre l'oreille, vous verrez, il y avait plein de choses passionnantes. Et donc, voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end à tous. Merci, Monsieur Badi, à distance. Et donc, bonne fin de journée à vous à Paris.